À 6h13, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Je sais que je ne serai plus jamais heureux. Depuis la mort de Johan, je porte ses t-shirts, ses vestes, sa montre. J'ai besoin de le sentir, c'est ma thérapie. Chaque matin, je me dis... Comment peut-on enlever la vie à un jeune de 20 ans avec autant de facilité ? Ces mots-là, saisissants, ce sont ceux d'Éric Cohen dans Aujourd'hui en France. Son fils, Johan, était employé à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. C'est une des victimes d'Amélie Coulibaly. Vos journaux reviennent largement ce matin sur le nouveau scandale qui secoue le 36 quai des Orfèvres, comme l'écrit le Figaro, mais aussi sur les annonces environnementales d'hier. Direct Matin titre d'ailleurs La ligne verte. 20 minutes s'intéresse particulièrement au volet voiture de ce plan et ça donne, toujours en une, l'État se met au courant. Marianne nous révèle pourquoi l'UMP a attendu mardi pour organiser sa réunion sur le second tour de la législative dans le Doubs avec les consignes de vote. Eh bien en fait, c'est parce que le lundi, Nicolas Sarkozy était à Abu Dhabi où il donnait, nous dit l'hebdomadaire, une conférence très privée et très rémunéré. Beaucoup de vos quotidiens évoquent par ailleurs la conférence de presse de François Hollande, prévue tout à l'heure à l'Élysée. L'Obs, lui, se demande avec qui dirige vraiment Hollande et a choisi de nous présenter la jeune garde du président. En couverture, un jeune homme dont on dirait un peu qu'il a enfilé le costume de son père. Alors méfiez-vous des apparences. Il s'appelle Jean-Jacques Barberis, il a 34 ans et il est déjà le conseiller conjoncture et commerce extérieur de l'Élysée. Marion Calais, bonjour. Bonjour Thomas. Quelles sont les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, à la une de la presse régionale, il y a aussi beaucoup de voitures, vous en parliez, et notamment dans la presse de la Manche qui relate en première page le coup de pompe des diesels dans la Manche, comme partout en France d'ailleurs. Les automobilistes ces derniers temps ont délaissé le diesel pour l'essence. Dans Sud-Ouest, la politique, Sarkozy face à un nouveau front, alors que de son côté, Nice Matin revient sur le relèvement du plan Vigipirate après l'agression de 3 militaires. Ouest France, de son côté, nous rappelle que, pas si loin de nous, l'Ukraine est toujours en guerre et que ses habitants fuient les bombes dans l'est du pays. L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin nous emmène dans l'Aveyron. Mais qui en veut au concours de Miss Aveyron ? Alors ça peut faire sourire comme ça, Eva Rock est déjà mort de rire, mais c'est une affaire qui prend des proportions incroyables. Ah oui, Marion. vous savez, avant d'arriver au concours de Miss France, celui qui est diffusé à la télé, il y a des élections locales, puis régionales. Tout ça commence très tôt dans l'année. Ainsi, le 24 avril, Millau devait accueillir le concours Miss Sud-Aveyron. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mairie ne veut plus participer. Depuis vendredi dernier, les services municipaux, les élus, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition, ont reçu des dizaines d'appels de mise en garde. Et le Corbeau, il a une cible, Thierry Mazard, organisateur d'élections de Miss dans le Sud depuis de très longues années. Sauf que là, le Corbeau n'a pas l'air d'être très bien renseigné, puisque c'est pas lui qui organise l'événement. Donc, en tout cas, Thierry Mazard a décidé de porter plainte. Aujourd'hui, il le fera à Millau. Le vrai organisateur, lui, se dit déterminé. Je ne baisserai pas les bras, quitte à autoproduire l'événement, parce qu'il était parti à Saint-Afrique, pas très loin de là, dans le sud de l'Aveyron. Il revient donc à Millau, cet événement. En tout cas, le Corbeau a encore du boulot si vraiment son objectif, c'était de faire annuler cette élection Miss France du côté de Millau. Il y a encore des filles qui veulent se présenter ou pas ? Je sais pas, ça c'est pas Philippe, on va peut-être précisé. tenter notre chance. On s'est jamais une perruque et puis on va voir ce que ça donne. Il y a de vrais combats en tout cas. La presse internationale avec donc Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la Jordanie et des journaux en colère après l'exécution d'un pilote de chasse par l'organisation d'État islamique. Oui, un pilote présenté désormais comme un martyr, un héros face à la cruauté des terroristes. C'est ce qu'on peut lire dans cet édito du Jordan Times, qui décrit la vidéo de l'exécution. Une scène insoutenable, un homme brûlé vif dans une cage, mais un homme, dit le journal, qui garde la tête haute, qui défie fièrement ses bourreaux, de lâches criminels cachés derrière des masques. Le courage de ce pilote est exemplaire, écrit le Jordan Times, qui décrit l'unité d'un pays dans la tristesse, dans la colère, la rage contre l'État islamique, qui n'a rien d'un État, pas plus qu'il n'a à voir avec l'islam, assène le journal. Brûler un être humain est contraire aux enseignements du prophète. La Jordanie et les Jordaniens sont visés, comme tous les vrais musulmans et leurs amis dans le monde, écrit le journal. Une guerre pour laquelle le pilote de chasse s'est sacrifié. Il est le fils de tous les Jordaniens, aujourd'hui, dit le journal. Une guerre que le pays va mener à son terme, uni jusqu'à la fin. Le titre de cet édito que j'ai lu donc dans le Jordan Times. Et on note, Thomas, en général, que le mot
vengeance revient beaucoup dans la presse jordanienne ces derniers jours. Ce qui est particulièrement stupéfiant, c'est que la chaîne américaine Fox News a diffusé les images de cet otage brûlé vif par l'organisation État islamique, ce qui est assez étonnant et ça fait pas mal de polémiques aux États-Unis. Voilà donc pour la presse internationale. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Le marché de la musique a basculé. Voilà, on va faire un saut générationnel pour Julie qui est encore aux 78 tours. Alors, c'est depuis il y a eu le 33, le 45, le CD, le MP3 et maintenant c'est le streaming, c'est-à-dire sur le Figaro.fr. C'est aujourd'hui dimanche. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à Julie ce qu'est le streaming, s'il vous Voilà, plaît, alors Axel. effectivement, vous avez plusieurs façons d'écouter de la musique. Vous avez la façon à l'ancienne, voilà, les CD, les 33 tours, les 78 tours. Puis vous avez eu ensuite le téléchargement. Vous savez, on se met sur Internet et on rentre sur son ordinateur un petit fichier musical d'une chanson. Ben, ça aussi, c'est le passé. Maintenant, le nouveau truc à la mode, c'est quoi? C'est le streaming. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, vous ne téléchargez plus rien. Vous vous branchez, vous vous connectez sur une plateforme qui a une immense bibliothèque et discothèque. Voilà, une immense discothèque, c'est ça. Alors, il y a des formules payantes, etc. Et alors, ça, c'est en pleine évolution, c'est en plein boom, plus 34%. Ça a dépassé le téléchargement. Voilà. Donc, le streaming, c'est le nouveau truc à la mode. Mais alors, c'est bien ou c'est pas bien, Alors, le streaming? ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on est dans une société maintenant où nous ne possédons plus d'objets, on ne possède plus de CD, on ne possède plus de fichiers numériques le dans sa grand petite soupir que mémoire. vous avez entendu, c'est Julie qui Voilà. est un peu On est dans dépassée. une là. société où on accède à un service. Mais oui, mais Julie, c'est très bien. C'est très bien. On est passé du culte de l'objet au culte du service. Et écoutez, dans une société, dans un monde où il y a 9 milliards de gens, être un peu moins matérialiste et être un peu moins dans l'objet, c'est peut-être sauver la planète. Et vous savez, c'est la même chose dans l'automobile. On achète moins d'autos, on fait Autolib, on fait Vélib, c'est-à-dire qu'on veut avoir accès à un service. Et comme, vu le nombre qu'on est sur Terre, si on est un peu moins matérialiste et un peu plus économie circulaire, on va peut-être s'en sortir. J'ai pas peur de dire que le streaming, Julie, va sauver la planète. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Alors il y a deux ça peut formules, être soit on gratuit paye, ou payant. ou soit avec la pub qui paye. D'accord, et si on n'a pas de réseau, on fait comment? Ah mais Faut si, dire- hein. alors, vous il pouvez paraît- trouver une Bonne solution question. pour Vous l'intégrer pouvez dans la synchroniser. bibliothèque. Vous synchronisez Ah, votre faut s'y mettre, compte. Thomas, Par exemple, si vous avez un compte Deezer ou Spotify, vous le synchronisez et vous avez accès à votre bibliothèque. Julie, Restez à vos 78 tours. Donnez-moi votre manche disque, on va aller danser un peu tous les deux, on va se faire un thé dansant. À la télé ce soir, Yvan Colonna, L'Impasse, c'est un documentaire que nous propose France 3 à 23h35 et qui visiblement vous a plu, Eva Rock. Ah oui, j'ai adoré. On est en 1983 et à Cargès, dans le village corse, les caméras de télé se tournent vers un jeune homme qui a 23 ans. Nous n'avons pas à les juger parce que le FNSC fait partie de la Ligue de libération nationale. Nous n'avons pas à les juger. Alors, il hésite encore un peu sur les mots. Alors, le discours militant est déjà très construit. C'était la première interview en fait d'Yvan Colonna. C'est une des archives que le documentaire met à l'honneur ce soir. Il y aura une deuxième interview. Ça sera le 24 mai 1999. Il est alors désigné sur comme TF1 à l'époque, sur ouais. TF1. Il est désigné comme l'assassin du préfet Irignac et il vient défendre. Il vient se dire innocent devant les caméras TF1. Le lendemain, la police tente de l'interpeller, mais il a déjà pris le maquis et il va disparaître pendant 4 ans. Et le documentaire retrace à la fois le portrait de ce berger, fils d'un député socialiste, militant dès l'âge de 15 ans. Et c'est son ami d'enfance, d'ailleurs, Jean-Toussaint Placenzotti, qui raconte leur premier acte militant. Ils étaient allés inscrire des slogans nationalistes sur les murs du Club Med. On avait écrit partout, le peuple français doit soutenir le peuple corse dans sa lutte de libération nationale. Vous voyez dans quel état d'esprit on était? D'abord, c'était long, il ne fallait pas écrire tordu, quand vous écrivez près, il fallait écrire sans faute d'orthographe. Voilà, alors c'est un témoignage fort parmi tant d'autres. Et dans ce film, en fait, on va mieux comprendre à la fois les motivations politiques de Colonna, c'est son engagement. Et puis, évidemment, on revient sur la traque, une cavale pendant laquelle, quand même, il a pu compter sur beaucoup d'amis, notamment Patricia. Moi, je n'ai pas hésité du tout. Parce que d'abord, c'était mon ami et que il fallait que j'aide un ami qui était dans l'adversité. Donc, je l'ai fait de tout cœur, vraiment. Il y a eu 3 procès au total d'Yvan Colonna, au cours duquel il a été reconnu coupable. Et alors, en fait, ce qui est très bien dans ce documentaire, c'est qu'au-delà du portrait, vous avez aussi 30 ans du mouvement nationaliste corse et on comprend parfaitement comment tout ça s'est construit sur l'île. C'est une enquête qui est hyper fouillée et qui est un peu racontée comme un roman noir, malheureusement, qui finit mal, évidemment. Et le film est signé Ariane Chemin, Samuel Lajusse et Gilles Pérez. Ariane Chemin qu'on connaît bien puisqu'elle est journaliste au Monde et qu'elle a signé beaucoup d'enquêtes aussi fouillées. Voilà, documentaire sur l'assassin du préfet Claude Érignac, Yvan Colonna, L'Impasse. Et donc ce soir sur France 3 à 23h35, rideau sur le cœur.